Bonjour à vous, mes hockey fans. Encore une fois, bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Hawks de Chicago. Alors, si vous êtes un partisan des Hawks de Chicago, la saison a été longue. La saison a été pénible là, du côté des Hawks de Chicago, mais on peut pas dire qu'on s'en attendait pas. On a littéralement vidé le club. Euh, c'est ce qu'on appelle un tanking dans les temps modernes, tout simplement. Donc, on a vidé le club pour pouvoir repêcher premier, ben, en fait, avoir plus de chances de repêcher premier, pour mettre la main sur celui qui gagnera éventuellement le trophée Calder, Connor Bedard, champion de la recrue de l'année lors de la dernière saison. Alors, on a réussi notre pari là-dessus, puis ben, cette année, encore une fois, on n'a pas vraiment aidé notre club, puis on a fini vraiment dans les bas-fonds, un club qui a été instable avec une structure de jeu qui est très discutable. Il n'y a pas grand-chose qui a vraiment hyper bien fonctionné. Mais ça nous a permis de repêcher quand même très haut, deuxième choix au total, puis ça nous a permis de mettre la main sur un défenseur qui est très prometteur. Fait que ça, c'est ces deux repêchages qui sont très prometteurs pour l'avenir des Hawks de Chicago. Fait que c'est intéressant, mais c'est intéressant pour dans 4 ans, 5 ans, je sais pas, tu sais, mais dans une couple d'années pour tout de suite, c'est pénible. Fait que si jamais vous êtes un partisan des espoirs, c'est super intéressant de regarder cette équipe-là. Parce que là, du côté de Davidson, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher beaucoup d'expérience. On a un problème, c'est un manque d'expérience de la part de nos jeunes. Fait qu'on a signé ou transigé, peu importe, pour plusieurs joueurs qui sont des joueurs d'expérience. On avait signé entre autres Taylor Hall, qui malheureusement, lui, n'aura pas joué de la saison pratiquement. Il a joué juste 10 matchs. En raison d'une blessure, il a fallu qu'il soit retiré pour l'ensemble de la saison, pour tout le reste de la saison, excusez-moi. Mais tu sais, dans le cas de Taylor Hall, on parle quand même d'un joueur de 32 ans qu'on avait été chercher. Nick Foligno aussi, 36 ans qu'on avait été déjà cherché au préalable. Évidemment, il y a eu toute l'histoire entourant Corey Perry, l'histoire de consommation d'alcool abusive, peut-être d'harcèlement. Donc, on a mis fin à son contrat. D'ailleurs, ça allait relativement bien là, de souvenir. Il me semble qu'en comme. Je pense qu'il a joué comme 15 ou 16 matchs. Il y avait une affaire comme 9 points peut-être. Ou 16 points, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ça allait relativement bien pour Corey Perry. Mais il est arrivé ce qui est arrivé. Puis finalement, on a mis fin à son contrat. Puis lui est parti du côté d'Edmonton. Mais encore là, c'était un joueur qui était un joueur qui avait beaucoup d'expérience. Je pense d'ailleurs que l'intention de la signature de Pat Maroon, c'était justement pour comme aller chercher ce qu'on avait perdu en Corey Perry, qui est un gars dérangeant avec du leadership. Fait que je pense que c'est peut-être ça. Puis bien sûr, l'expérience, la fameuse coupe. Ben, en tout cas, toutes ces participations que lui a eues, parce qu'il y en a eu plusieurs, Pat Maroon. Donc, cette fameuse coupe-là, ces fameuses coupes-là, c'est un ajout qui est un ajout que, tu sais, ça a une valeur inouïe pour des jeunes là-dedans. Là. Donc, pour ce qui est de Pat Maroon, on parle d'un joueur de 36 ans qui a été ajouté. Tara Vinen, 29 ans. Mikheyev, excusez-moi, 29 ans lui aussi, excusez. Craig Smith ici, 34 ans. Défenseur Alec Martinez, c'est sûr, c'est plus les belles années des Kings, là, mais 37 ans pour lui. TJ Brody, 34 ans. Laurent Brossoit, 31 ans. Fait que, on a rajouté beaucoup de gars d'expérience. Fait que, oui, on a des jeunes, mais on essaye de les entourer cette année. Puis ça, ben, je pense que c'est quelque chose qui va être à l'avantage du développement de l'organisation. Reste que c'est une organisation qui n'est pas bâtie pour faire les séries, selon moi. Alors, pour ce qui est de la saison 2023-2024, on revient avec ben, Davidson, évidemment, et Luke Richardson comme entraîneur-chef. On a terminé 31e dans la Ligue nationale et 15e au niveau de la conférence de l'Ouest, pauvres Sharks. En 2023-24, on n'a évidemment pas participé aux séries. 23 victoires, 53 défaites et 9 défaites en prolongation. Donc 23 victoires pour 59 défaites au total. Ça devait être plate d'aller voir des matchs à Chicago, franchement. 52 points. Vraiment pas une saison qui est une saison très divertissante. Une moyenne de buts marqués de 2,17. Un fait qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont passé proche d'atteindre le plateau des 20 buts la saison dernière. On a entre autres Connor Bedard et Jason Dickinson qui ont atteint le 22 buts. Mais tu sais, après ça, tu as quand même Kourachev qui a 18 buts, Foligno il a 17 buts, Tyler Johnson 17 buts, à la limite Ryan Donato 12 buts, mais en tout cas, tu as quand même quelques joueurs qui auraient pu faire les 20 buts. Alors ça, c'est quand même un élément intéressant, mais reste qu'on a manqué d'attaque solide. 2,17 en termes de moyenne de buts marqués pour les Hawks de Chicago. Je ne me suis pas marqué là, à quelle position c'était exactement dans la ligue, mais c'est assurément dans les pires attaques de la ligue. Une moyenne de buts accordés de 3,52, c'est terrible aussi. On est dépassé, là, on est probablement dans les 30e de la ligue là, par rapport à ça. 3,52, il faut quand même donner que la défensive était réellement pas solide. Fait que ça, c'est pas à l'avantage des gardiens de but. Dans le cas de Peter Mrazek, selon les dires même de Davidson, ben, il semblerait qu'il a été
il a donné une chance à son équipe de gagner à chaque fois qu'il a été de garde dans des matchs. Fait que les statistiques de Mrazek sont pas catastrophiques. Dans la situation où il est, sont même limite bonnes. Puis il a vraiment reçu le vote de confiance de son directeur général. D'ailleurs, ça c'est un fait anecdotique, mais Carl Davidson, c'est un directeur général qui n'est pas tant vieux que ça. Puis il a un style à l'extérieur de l'aréna qui est très commun. Puis, à un moment donné, il avait fait un micro-trottoir où il posait des questions sur le hockey puis l'histoire des Hawks. C'était très drôle. Je pense que c'est disponible sur YouTube, là, si jamais. Là. Fait, bref, tout ça pour dire, c'est que... Parce qu'il savait pas que c'était le directeur général. Je précise, là, il n'avait pas reconnu le directeur général. Fait que, bref, somme toute, difficile au niveau du jeu défensif. Un avantage numérique à 20.2. Ça, c'est quand même pas si mauvais, un avantage numérique à 20.2. Je sais pas si je l'ai ici exactement à combien ils ont terminé. 28e. Ouais, c'est pas vers jeu finalement. Et puis sinon, les avantages numériques à 75.4. Donc, rien ne va très bien du côté de Chicago. Les meilleurs buteurs sont ex aequo, c'est Connor Bedard et Jason Dickinson, 22 buts. Dans le cas de Jason Dickinson, il faut quand même le souligner, là, il a atteint pour la première fois le plateau des 20 buts dans sa carrière. Puis on parle quand même d'un joueur d'expérience, Jason Dickinson, c'est pas un jeune non plus. 29 ans pour ce qui est de Dickinson qu'on avait connu du côté de Dallas, si je me rappelle bien. Le meilleur pointeur aura été Connor Bedard, qui a permis d'ailleurs de mettre la main sur le trophée Calder remis à la recrue de l'année. Pour ce qui est de Connor Bedard, on va dire que c'est une bonne saison en somme, mais il y a meilleur avenir. Ça, c'est sûr et certain. Ce gars-là, il a du talent qui sort par les oreilles. On devrait voir de très très belles choses dans une situation aussi perdante que l'année dernière du côté de Chicago, d'avoir réussi à quand même aller chercher près d'un point par match, ça démontre le talent de jeune. Fait que, franchement, là, puis, tu sais, on avait pressenti qu'il jouerait avec Taylor Hall, puis finalement, Taylor Hall, il a pratiquement pas joué de la saison. Fait que, il a bien fait dans la mesure de ce qu'il y avait comme entourage, on va dire ça comme ça. Ensuite de ça, ben, le meilleur défenseur, c'est Seth Jones. 67 matchs la saison dernière, 31 points, moins 15 en termes de différentiel, plus-moins. On joue beaucoup de temps de jeu du côté de Seth Jones. Là. On est un défenseur quand même qui a une expérience respectable. Je pense qu'il est fin vingtaine, si je ne fais pas erreur, dans le cas de Seth Jones. 29 ans pour ce qui est de Seth Jones. Puis c'est le défenseur qui, dans la LNH actuellement, c'est le défenseur qui a le plus de talent du côté de Chicago. Fait qu'on l'utilise en masse. Là, maintenant, on y va avec les trois espoirs. C'est des espoirs. Ben, dans le cas des deux premiers, c'est des espoirs qu'on peut qualifier élite. Et puis dans le cas du troisième, ben, c'est peut-être qu'il va faire la Ligue cette année. Je suis pas certain là, parce que j'ai pas regardé par rapport à son engagement auprès de son université. Mais ça se pourrait. Là. Ouais, où il pourrait jouer une dernière année universitaire encore. Moi, c'est pas sûr pas en tout. Enfin bref, donc on va y aller maintenant avec les trois espoirs. Donc évidemment, je rappelle que cette vidéo-là, elle est enregistrée avant le début des camps d'entraînement. Donc je sais pas comment se passent les camps d'entraînement. Je sais pas s'il y a des gars qui se démarquent. Je sais pas s'il y a des gars qui ont été signés, whatever. Donc pour l'instant, là, ces trois espoirs qui sont à suivre du côté des Hawks de Chicago. Évidemment, je vous invite à me suivre sur mes différentes plateformes puisque sur les réseaux sociaux, je suis toujours au nom de HockeyFan514. Donc on s'abonne et active la petite cloche du côté de YouTube pour HockeyFan514 et on s'abonne au TikTok HockeyFan514 sous le hashtag de HF514 pour retrouver toutes mes vidéos. Alors, on continue. Les espoirs. Bon, évidemment, on va commencer avec Artyom Levchunov. Levchunov. Ouais. Artyom Levchunov, c'est un défenseur de 18 ans, 6 pieds 2, 209 livres, bon gabarit. Il a été un deuxième choix au total pour ce qui est du dernier repêchage. Il évolue du côté de la NCAA, originaire de la Biélorussie, en 38 matchs dans la NCAA. Lui, si je ne me trompe pas, il est du côté du Michigan. En 38 matchs, il a 9 buts, 26 passes et 35 points. Et là, on parle ici d'un défenseur qui est un défenseur two-way. Donc, qui est capable de bien jouer défensivement et d'appuyer l'attaque. Fait que franchement, là, une première saison dans la NCAA, près d'un point par match, en plus de sa stature, en plus de ses talents défensifs, il a été élu joueur défensif de sa division Big Ten. Là. Il a été élu le joueur défensif et la recrue de l'année. Fait que très bon potentiel. Ça ne veut pas dire que ça va continuer dans ce sens-là, mais très très bon potentiel pour ce qui est de Levchunov. Donc c'est un défenseur qui pourrait avoir un impact significatif dans l'avenir de l'organisation. Par contre, il devrait jouer au niveau de la NCAA la saison prochaine. Ensuite de ça, en termes de deuxième espoir, on y va avec Frank Nazar 3. C'est son nom.
Je sais pas si vraiment il va utiliser ça dans la ligue là, en tant que numéro 3 ou troisième du nom, là, mais en tout cas, c'est son nom, Frank Nazar 3. 20 ans ici, on parle d'un joueur de centre qui peut jouer aussi à l'aile droite, qui a évolué du côté de la NCAA. De mémoire, lui aussi, il me semble qu'il est du côté du Michigan. Il mesure un petit 5 pieds 9 et 174 livres, donc évidemment, c'est pas un joueur qui est un joueur physique, hein, je vous étonnerai pas avec ça. Il est surtout reconnu pour son côté créatif, son hockey IQ et aussi de très bonnes habilités de passe au niveau de la NCAA. La saison dernière, c'est 41 matchs, 17 buts, 24 passes pour 41 points, donc un point par match. Il avait alors 19 ans à cette époque-là. Par la suite, ici, j'étais avec un défenseur qu'on pourrait peut-être voir prochainement. Je ne sais pas si ça sera le cas. Mais le défenseur Sam Renzel, lui, il a 20 ans. Il est un défenseur qui évolue du côté, je crois, du Minnesota dans la NCAA. En 39 matchs dans la NCAA, il a 2 buts, 26 passes pour 28 points. On dit de lui qu'il est très fort physiquement, qu'il a un bon contrôle de rondelle et qu'il excelle au niveau des passes. 6 pieds 4, 190 livres. C'est un gros bonhomme, difficile à déplacer. Alors, on va y aller maintenant avec mon alignement qui est un alignement possible, qui pourrait avoir du sens, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera ça. Évidemment, on va savoir un peu plus avec la tenue des camps d'entraînement. C'est quoi le plan qu'on a avec les gars qu'on a acquis? Parce que moi, je trouve ça intéressant de mettre Bertuzzi avec Bédard pour que Bertuzzi soit capable de déranger l'adversaire et être une présence physique. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir Taylor Hall avec Bédard aussi pour avoir un côté très créatif offensivement. Fait que le pari que moi j'ai pris, c'est qu'en mettant Teravainen avec Bédard, j'ai un gars qui va être un petit peu plus créatif offensivement. De mon point de vue personnel, je trouve que Taylor Hall a un côté plus créatif offensif que Teravainen. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant offensivement du côté de Teravainen. Fait que je prends ce pari-là. Fait que dans le cas ici de Tyler Bertuzzi, lui il évoluait du côté des Maple Leafs de Toronto, 43 points en 80 matchs pour ce qui est du joueur tant détesté, un joueur impliqué physiquement et mentalement, qui aime bien déranger avec une petite touche offensive. C'est un gars qu'on a quand même connu de très bons moments du côté des Wings de Détroit. Et puis là, il y aura l'opportunité de se faire valoir avec les Hawks de Chicago. C'est pas nécessairement coulé dans le béton qui va être sur la première ligne, mais ça pourrait être une option intéressante. Donc, je répète, 43 points en 80 matchs pour ce qui est de Tyler Bertuzzi, qu'on fait jouer avec Connor Bedard, 61 points en 68 matchs. C'est une recrue qui a juste à gagner en expérience. Il y a le talent qui sort de partout. Fait que c'est un gars qui va être dominant dans la Ligue nationale. Puis pour l'instant, une très bonne première saison quand même, dans les circonstances où il joue, très bonne première saison pour ce qui est de Connor Bedard. Un joueur qui est capable d'avoir une bonne vision, très professionnel dans son approche, bonne passe, bon tir, etc. Par la suite, on y va avec Teravainen. Lui, il évoluait du côté des Hurricanes de la Caroline. C'est un gars que c'est un peu dommage qu'on ait perdu du côté des Hurricanes de la Caroline. Un gars qui était très bien ancré dans le système de Rob Brindamour. 53 points en 76 matchs la saison dernière, mais du côté des Hurricanes, on devait prendre des décisions pour libérer de la masse. Puis, on a décidé d'y aller comme ça. Prolonger Martin Necas puis laisser aller Teravainen. En termes de deuxième ligne, j'ai été avec Taylor Hall. Souhaitons, je me croise les doigts, là, il est croisé, on s'entend là. Souhaitons qu'il ne soit pas blessé parce que c'est un joueur qui est très propice aux blessures. 4 points en 10 matchs du côté de Chicago la saison dernière pour ce qui est de Taylor Hall. C'est un gars qui passe puissante, bon tir, une bonne vision de jeu. C'est un joueur qui est très offensif, honnêtement. Fait c'est un gars que si on a toute la saison, ça devrait aider à stabiliser un peu ça. D'après moi, en tout cas, ça devrait. Qu'on fait jouer avec Athanasiou. Et c'est là que je trouve qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de profondeur du côté de Chicago. Athanasiou, c'est 9 points en 28 matchs la saison dernière. C'est un joueur régulier LNH, on va dire ça comme ça, qu'on connaît bien du côté de Chicago. Par la suite, quand même relativement jeune, le Kourachev. Kourachev, il a 24 ans, 54 points en 75 matchs la saison dernière. Un joueur offensif. C'est un joueur qui quand même qui a bien fait, première des choses. C'est un des jeunes qui a bien paru la saison dernière avec Connor Bedard. Puis avec aussi Korchinski. Korchinski a relativement bien paru aussi pour un jeune défenseur, surtout, il faut mentionner, c'est tout le temps un petit peu plus long former un défenseur. Il a quand même bien paru. Mais en tout cas, je reviens ici avec Kourachev. C'est un joueur très offensif. Donc c'est un gars qui peut challenger aussi là, pour être sur le premier trio là, advenant que. Par la suite, en termes de troisième ligne, il va avec le vétéran Nick Foligno. Dans le cas de Foligno, lui, c'est 36 ans, 37 points en 74 matchs la saison dernière. Il a connu quand même une bonne saison, somme toute, là, pour son âge. Puis on ne demande pas non plus de faire 50-60 points du côté de Chicago. On lui demande juste d'être un bon exemple et il est un bon exemple. C'est un gars qui est très professionnel. C'est un gars qui communique beaucoup avec ses joueurs. Donc, c'est un excellent exemple à avoir pour les plus jeunes là, autour de lui. Qu'on fait jouer avec Jason Dickinson, dans son cas à lui, encore là un joueur vétéran, Jason Dickinson, 29 ans. Comme je dis, c'est un gars que moi, je me semble que je l'avais connu surtout du côté de Dallas. La saison dernière, par contre,
Il a évolué du côté de Chicago. Pour ce qui est de Dickinson, 35 points en 82 matchs. Une bonne saison pour lui. C'est une bonne saison, 35 points. Que je fais jouer avec le très décevant Lucas Reichel. Dans le cas de Lucas Reichel, 22 ans, 16 points en 65 matchs la saison dernière. Lucas Reichel, c'est un gars qui avait fait genre 15 points en je sais plus trop 24, 25 matchs la saison d'avant. Son ratio au point par match a vraiment mangé une volée cette année. C'est un gars qui a beaucoup de potentiel offensif, mais qu'on ne l'a pas tant senti la saison passée. C'est quoi la raison? Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas suivi de façon assez active les Hawks de Chicago pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, assurément, avec ses 15 points en 65 matchs, il a été décevant. Ensuite de ça, en termes de quatrième ligne, on va y aller avec Mikheyev et c'est là où ça devient intéressant si jamais Lucas Reichel. Moi, j'ai mis Lucas Reichel avec Foligno et Dickinson pour qu'il joue avec des gars d'expérience. Je pense que ça peut peut-être l'aider. Puis ça peut peut-être le sécuriser aussi. Fait que si on le fait jouer sur une base régulière, avec des gars qui ont de l'expérience, Foligno a beaucoup de leadership. Je pense que ça peut être bénéfique pour le développement de Lucas Reichel, mais si jamais on veut gagner des matchs puis avoir plus de chances de gagner des matchs, ben on a fait l'acquisition de Mikheyev qui lui nous arrive de Vancouver, 31 points en 78 matchs la saison dernière pour ce qui est de Mikheyev. Fait que c'est un gars qu'on peut très bien faire monter sur notre troisième, peut-être même voir sur notre deuxième parce qu'il y a des blessures, il y en a eu en Tigidou la saison passée du côté de Chicago. Fait que si ça réarrive, il y a des gars qui vont monter, ça c'est sûr et certain. Fait que lui, c'en est un, c'est un potentiel. Par la suite, Donato, 30 points en 78 matchs la saison dernière. Ryan Donato, c'est un joueur de 28 ans, un joueur qui a de l'expérience. Un joueur qui pourrait jouer sur la troisième ligne. Je préfère pas l'avoir sur ma deuxième. Et Pat Maroon. Pat Maroon, qui lui est âgé de 36 ans, qui a évolué essentiellement du côté du Minnesota la saison dernière, puis un petit peu du côté de Boston. 51 points en 16 matchs pour la totalité de sa saison. On connaît bien Pat Maroon, un gars qui dérange, un gars qui a gros bonhomme, puis qui a de la gueule. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est un gars qui peut aider par son leadership et son expérience. Je le vois pas comme un grand... Je préfère le leadership de Foligno que de Pat Maroon, mais c'est un gars qui est apprécié de ses pairs et qui est très dérangeant pour l'adversaire. Fait que ça, c'est toujours intéressant. Et par la suite, ben, on a Craig Smith ici qui est scratch. Au niveau des défenseurs, ben, je me suis dit la première paire, je ne vais pas la défaire. C'est une première paire qu'on voit qu'on a vu pratiquement toute la saison l'année passée, c'est celle de Alex Vlasic avec Seth Jones. Alex Vlasic, un jeune défenseur de 23 ans, il acquiert beaucoup d'expérience en ce moment, un gars qui est peut-être un petit peu plus intéressant défensivement qu'offensivement, on va dire. 16 points en 76 matchs la saison dernière, mais quand même un différentiel plus-moins de -4, ce qui est très bon dans l'équipe des Hawks. Là. Fait que... c'est un jeune défenseur qui est responsable et qui acquiert de l'expérience. Puis Seth Jones, ben, c'est un défenseur qui est capable aussi d'attaquer. C'est un défenseur qui a les deux côtés de force, là, offensive et défensive, avec un bon gabarit. 31 points, 67 matchs. On peut s'attendre à un peu plus de lui quand même. Là, pour ce qui est de Seth Jones, je pense que son potentiel est plus élevé que ça. Mais il en reste pas moins que c'est le défenseur numéro 1 de l'organisation. Par la suite, en termes de deuxième paire, eh bien, j'y vais avec Korchinski. Dans son cas, à lui, jeune défenseur de 20 ans. C'était une saison recrue qui a quand même bien été, somme toute, pour Korchinski. Fait que c'est un des points positifs qu'on a vu la saison dernière. Pour un défenseur de 20 ans, franchement, il a démontré de belles choses. Il a démontré beaucoup de maturité. 15 points en 76 matchs. Évidemment, c'est pas un défenseur qui est très réputé pour son côté offensif. Et là, on a fait l'acquisition de TJ Brodie. 26 points en 78 matchs la saison dernière du côté de Toronto pour TJ Brodie. On parle d'un défenseur d'expérience, 34 ans. C'est un gars qui en a connu d'autres. Puis c'est un défenseur qui aime bien apporter un côté plus offensif. Fait qu'à ce moment-là, pour ce qui est de Korchinski, il va pouvoir vraiment se focusser sur son jeu défensif. Fait que moi, je pense que ça pourrait peut-être sécuriser le jeune que de le faire jouer avec un gars qui a un autre genre d'expérience que celui avec qui il jouait souvent l'année passée, Connor Murphy. Donc Connor Murphy, j'y enlève rien, mais Connor Murphy, c'est un gars qui a connu les Coyotes, qui a connu les Hawks, t'sais. Fait qu'il n'a pas nécessairement connu, mettons, les Leafs, là, une équipe gagnante. Fait que moi, de mon point de vue, je trouve ça plus intéressant de le faire jouer Brodie avec Korchinski que de faire jouer Murphy, même si ils ont joué pas mal ensemble la saison dernière. Et par la suite, en termes de troisième paire, ben là, j'y vais avec Alec Martinez, le vétéran de 37 ans. Martinez qui, lui, on a connu du côté de Los Angeles, mais sinon, là, il était du côté de Vegas la saison dernière. 17 points en 55 matchs, donc un défenseur aujourd'hui qui est un défenseur de profondeur qu'on peut se fier. T'sais. Et Connor Murphy. Connor Murphy, 8,46 matchs la saison dernière. On a scratch Kaiser. Maintenant, au niveau des gardiens. Au niveau des gardiens, ben, pour ce qui est de Carl Davidson, on a vraiment eu un vote de confiance pour Peter Mrazek, qu'on a mentionné comme quoi, on l'a mentionné publiquement comme quoi il donnait une chance à l'équipe de gagner à chaque fois qu'il était le gardien de but partant. Fait que Peter Mrazek a eu vraiment un vote de confiance, mais on a fait une signature qui peut être une signature intéressante. Évidemment, ses statistiques ne seront pas les mêmes parce qu'il passe d'un
d'un club à un club, là. Mais ça va peut-être aider Peter Mrazek là, au niveau de la position de gardien de but. Donc Mrazek devrait théoriquement être le gardien de but partant, sauf si le gardien de but qu'on a signé, Laurent Brossoit, obtient plus de départs. Là, si vraiment il y a un vote de confiance de Luke Richardson, ça se pourrait peut-être même qu'il devienne le partant. Mais Peter Mrazek était le partant la saison dernière du côté de Chicago en 56 matchs, 3.05, 907 d'efficacité, ce qui est excellent dans le contexte où il a évolué. 3.05, 3.52 moyenne de but encaissé l'équipe. Fait que l'équipe est pas solide défensivement, puis s'en est sorti quand même pas si mal au-dessus de 900, ce qui est quand même bien. Par la suite, ben, on a signé le gardien de but vétéran Laurent Brossoit, qu'on a déjà connu du côté d'Edmonton, du côté de Winnipeg la saison dernière. Puis c'est là où le bas blesse un peu, c'est que 23 matchs pour ce qui est de Laurent Brossoit la saison dernière, 2.0 de moyenne, 879. Tu sais, 2.0, tu fais comme, c'est bon, 879, c'est comme, c'est ish. Fait que tu sais, ah non, ok, c'est pas 879, excusez, 879, c'est l'autre juste en dessous. Laurent Brossoit, c'est 927. Bon, c'est excellent. C'est excellent. 927, c'est excellent. Mais c'est Winnipeg. Winnipeg qui a été. Je sais pas si on finit premier, mais en tout cas, c'était une des meilleures organisations de la conférence de l'Ouest la saison dernière. Fait que Winnipeg, Chicago, il va voir que c'est très différent. C'est pas le même style de jeu. Puis c'est surtout pas le même système défensif. Et que non. Mais enfin bref, signature intéressante, Laurent Brossoit, un gardien de but vétéran. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, ben, j'y étais avec Arvid Soderblom. Dans son cas, lui, on connaît bien du côté de Chicago. Un gardien de but de 24 ans. Il a goalé si bon. Il a participé à 32 matchs la saison dernière, 3.92 de moyenne, 879. Ça serait plus intéressant de le voir du côté de la Ligue américaine cette année parce que ça a été plus compliqué pour lui dans la Ligue nationale. Puis vu que c'est un gardien de but de 24 ans, ben, on va lui donner de l'expérience ailleurs. Puis on va utiliser nos gardiens de but vétérans qu'on a en Mrazek et Laurent Brossoit. Fait que des acquisitions qui sont intéressantes au niveau de l'expérience et du leadership. On essaye d'entourer nos jeunes pour qu'ils grandissent dans un environnement peut-être un peu plus sécurisant que d'être comme laissés à eux-mêmes. Fait qu'on a fait quelque chose d'intéressant du côté de Chicago. Je pense pas vraiment que ça va avoir un impact significatif au niveau du classement. C'est une équipe qui, d'après moi, va retourner dans les bas-fonds. Puis s'ils ne sont pas derniers dans la centrale, ils vont être avant-derniers dans la centrale, mais assurément, ils vont faire partie des pires équipes de leur division. Ça, j'en suis convaincu. Alors, à moins qu'il y ait vraiment comme un espèce de boom là, qu'on s'attend vraiment pas, ça se pourrait, ça se pourrait. Là. Si Bedard puis Teravainen, Bertuzzi, ça clique vraiment à fond, que Taylor Hall fait une saison complète puis que Kourachev continue sur sa progression, ça se pourrait, mais je peine à croire que c'est une équipe qui serait capable de même courir pour une place en série. Alors, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Est-ce que c'est une organisation qui, d'après toi, a quelque chose pour courir pour une place en série, ou est-ce qu'on va encore finir dans la cave de la LNH cette année? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 2024-2025 de la LNH. Et puis d'ici là, ben écoute, je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo, puis on se revoit très bientôt.